Bon, moi, je m'appelle Antonio Martín Bellido, nací en Madrid en 1938, en Canillejas, un barrio de Madrid, y estuve en España hasta principios de los años 50 y cuando vine a París, a Strasbourg. Est-ce que vous l'avez dit à votre père que vous militez et tout ça? Donc, enfin, c'est-à-dire comment... Il savait, mais il n'a jamais rien su, rien. Et même pendant des années, que j'étais quand même une semi-clandestinité, je n'ai pas vu mes parents. Pendant 10 ans, pratiquement, je n'ai pas vu mes parents. Autre chose, c'est que c'était l'époque aussi des mouvements de libération nationale. Mais à mon niveau, pour moi, c'était qu'on parle du problème espagnol. Et comment on parlait? Comment on parlait? Bon, il y avait les tracts. Mais on dit, il faut faire du bruit. Pourquoi faire du bruit? Ben, on a oublié de dire, il faut mettre des bombes. Mais on n'avait pas besoin de tuer qui que ce soit. Simplement pour faire du bruit. Hein? Mais, après, je suis après. Il y avait le bruit. Mais derrière ça, il y avait des attentats contre Franco. Les copains voulaient tuer Franco. Après, moi, j'ai fait plusieurs actions. De faire du bruit, mettre des bombes. J'en ai mis quelques-unes. Les plus connues, c'est une que j'ai mise avec un copain en Italie, à l'ambassade d'Espagne. J'en ai mis une autre, j'en ai mis plusieurs, mais celles-là, qui sont mal terminées, les deux autres, je ne parlerai pas, mais les autres qui m'ont marqué et qui ont, pour lesquels, personnellement, j'ai pas mal souffert, hein, même si je ne me sens pas responsable. J'ai mis une bombe dans le Valle de los Caídos. Et là, ils ont arrêté des copains, qui étaient pour rien. Hein. Simplement, il y avait un jeune qui gagnait un peu sa vie, un jeune étudiant, qui gagnait sa vie en été, en conduisant des touristes étrangers à l'Escurial. Et ils avaient été à l'Escurial. Bon, une fois la visite terminée, ils avaient du temps à eux. Et ils se sont dit, tiens, si on faisait un tour de la Valle de los Caídos. Ils sont allés, et le copain il m'a raconté qu'à peine étant rentré dans la cathédrale, dans le temple, si vous voulez, il a entendu une formidable explosion. Il croyait que tout allait s'écrouler. Mais c'était du bruit, hein, parce que là où on l'avait mis, c'était pas possible qu'il y ait des blessés. En plus, c'était une petite charge, qui était faite pour faire du bruit. C'est là que j'ai eu les plus grandes peurs de ma vie. Parce que j'étais assis sur un banc, j'avais pris la précaution de préparer mon truc, j'avais mis au fond l'explosif, et au-dessus j'avais mis du raisin, du pain, tout ça. Mais à un moment donné, il fallait quand même que je prenne les fils pour que je les fasse contact. Hein. Et j'étais là, crac, il y a un gars qui vient. Il me voit, il regarde. Mais comme il a vu du raisin, il dit, c'est bon, c'est du raisin, quoi. C'est tout. Alors voilà, mon corps s'est arrêté, là. Là, c'est pas compliqué. Là, j'ai eu une grande frousse. Hein. Bon, après, on a déposé ça. On est sorti avec le copain, c'était un copain français. Nous avons rentré à Madrid. Nous étions en voiture. Parce que le copain était venu en voiture, depuis Barcelone, pas Barcelone. Nous avons dormi, parce qu'on prenait des précautions aussi. On n'a pas dormi dans des hôtels, on a dormi dans la voiture, dans un champ. C'est là que j'ai préparé mon truc, que j'ai préparé le système. Pour moi, ça ne posait pas de problème, comme j'étais quand même du métier, puisqu'à l'époque, je faisais de l'électronique. Faire ce vidéo un réveil matin et prendre des précautions pour que ça ne saute pas la figure, pour moi, c'était enfantin, ce n'était pas de problème. Bon, j'ai mis ça. La voiture, avant de sortir, il y avait un curé avec un petit gamin qui voulait aller à Madrid. On s'est dit, tiens, et là, on a fait une erreur. Mais enfin, vous croyez qu'il a bien fait. On a fait une erreur. On a monté le curé et on l'a conduit à
on l'a conduit à Madrid. On croyait bien faire, parce qu'on a dit, s'il y a un curé, on ne risque rien. Oui, il ne risque rien. Seulement le curé nous a vus. Ben, forcément, il nous connaissait. Qu'est-ce qu'il a pensé lorsque le lendemain, il a vu dans le journal qu'à cette heure-là, ça va exploser? Enfin, pas à cette heure-là, parce que nous, on l'avait mis à 3 heures et ça va exploser à environ 19 heures. Hein. Donc le curé était forcément parti, mais il a dû lire. Et il a dit, ah, est-ce que ce n'est pas ces gars-là qui viennent de France? On s'est dispersé. Lui, le copain, est rentré en France. Je suis retourné en France, mais pas directement, pas de Madrid à Irún. Je suis passé, j'ai fait un grand détour par Valencia, Barcelone, parce que j'ai dit attention, hein, si je prends le train, c'est le soir, je vais arriver à 8 ou 10 heures du matin, ça a explosé, qui dit qu'ils ne vont pas. Donc il vaut mieux que je fasse un grand détour. C'est ce que j'ai fait, je suis rentré en France et puis je suis venu ici. Puis j'ai appris un peu plus tard qu'ils avaient arrêté une quinzaine de copains, dont le gars qui était le jeune qui avait conduit les touristes et qui était condamné à 20 ou 30 ans de prison. Hein. Et il en a fait 12. Donc il dit, le mieux c'est qu'on va à Barcelone, on se crée un groupe permanent, on s'installe, on travaille et on fait ce qu'on a à faire sur place. En 63. Et en 63, c'est ce qu'on a fait. On a été à Barcelone. Mais entre-temps, il y avait quelqu'un qui devait faire quelque chose à la DGS, Direction Générale de la Sécurité. Et il m'a contacté. Il m'a dit que tu veux m'aider pour faire un truc. Je dis, écoute, il m'a expliqué ce que c'était mettre une bombe à la DGS. Je dis, bon. J'ai trouvé, moi j'ai trouvé que c'était facile, parce que je me suis dit, s'il ne m'attrape pas sur le moment, dans une ville de 2 millions d'habitants, ils ne m'attraperont jamais. Donc je suis allé à Madrid, à la mi-juillet. Nous avons fait déposer l'engin le 29 juillet. À la DGS. À la DGS et la Puerta del Sol. Et comment vous avez fait pour entrer? Ben, c'était ouvert, c'est-à-dire parce que là-bas, il y avait dans les sous-sols, dans les caves, ils torturaient. Mais ces salauds-là, ils avaient mis des bureaux, des passeports au rez-de-chaussée et autre chose. Et nous, on l'a mis parce qu'on voulait le mettre dans un truc significatif, la DGS. Les gens ne savent pas que c'était l'endroit où les gens ils distribuaient les passeports, ils faisaient des passeports. Bon, c'est là qu'on l'a mis. Mais nous sommes allés, nous avons vu l'ouverture, à quelle heure. Mais là, on a fait encore une bêtise, ça c'est encore une bêtise technique. Si ça avait été un détonateur électrique, donc commandé électriquement, comme le copain est électricien, et moi je me connaissais, on n'a pas eu de problème. Manque de peau, ils nous ont donné un détonateur chimique. Donc, c'est pour dans 1 heure, dans 2 heures, mais celui qui le pose ne contrôle rien. Autant on contrôle, c'est électrique, parce que finalement, c'est un réveil matin, on fait un trou, et puis on casse l'aiguille des minutes, on laisse uniquement l'aiguille des heures, et lorsque l'aiguille des heures, elle passe tout. Mais ça, le programme, on le fait nous-mêmes. On se dit, dans 2 heures, dans 3 heures, et là on est sûr. Le chimique, on n'est pas sûr, d'autant plus que c'était des détonateurs chimiques qui, on ne savait pas d'où ils avaient été, c'est extrêmement sensible aux variations, à l'humidité. Donc, résultat, nous, on l'avait mis pour que ça explose à 9 h du soir, lorsque les bureaux étaient fermés, manque de peau, ça a explosé une demi-heure après. À peine, on aurait pu le ramasser nous-mêmes, hein, parce que ça a explosé tout de suite. Et donc, on a entendu par la radio que ça a explosé, qu'il y a eu des blessés. Bon, enfin, c'était pas grave. Vu les commentaires des journaux, on a tout de suite, on était inquiet si on avait tué quelqu'un. Mais en fait, on a vu tout de suite c'était pas grave. D'ailleurs, c'était pas grave parce que c'était une petite charge de 150 grammes qu'on avait déposé à un endroit où ça risquait rien. Et donc, mais enfin, ça aurait pu arriver. Et ils ont dit, il y a eu des blessés. Alors que c'est faux.
Il y a pas, et rien que, au début, on était inquiets. Mais lorsqu'on a su, par les journaux, ce qui s'était passé, non. Mais le problème, c'est que 2 jours après, les 2 copains se sont fait arrêter. Et ils ont été accusés. Ils ont été arrêtés le 2 août. Ils ont été condamnés à mort le 14. Ils ont été exécutés le 17. Nous, je suis allé à Barcelone. Et j'ai habité dans 2 logements que m'avait procuré un copain de Strasbourg, Nereo Urbano, qui était un militant de la CNT. Et par son intermédiaire, j'avais eu 2 appartements à Madrid. Parce qu'à l'époque, c'était facile, parce qu'il y avait beaucoup d'émigrés qui avaient leur appartement à Madrid. Donc pour nous, ce n'était pas la peine d'aller à l'hôtel. Nous ne sommes jamais à l'hôtel. Parce que c'était facile. Bon, il n'a jamais su, le copain, qui nous avait prêté son appartement, que ce qu'on allait faire. Hein. Mais enfin, ça m'a servi, puisqu'on avait 2. J'habitais dans un logement, et le matériel, on l'avait dans un autre. Donc comme ça, et puis, comme ça, la clé, on ne l'avait jamais sur nous. On l'avait mis, c'était l'appartement où on avait mis le matériel était à San Blas, à San Blas. Et nous, on n'a pas la clé sur nous. On avait mis la clé sous une pierre dans un champ. Parce que s'ils nous arrêtent, ils voient la clé, d'où elle est où, à quoi ça correspond cette clé? Ce n'est pas la clé de l'appartement, c'est quelle clé? Et ouais, on aurait oublié de dire, c'est à tel endroit. Ils seraient allés, ils auraient eu le matériel. Donc, on n'avait jamais. Enfin, on n'avait plus nos précautions. Hein. On aurait voulu rester à Barcelone. Mais là, c'est là qu'on a appris encore un autre drame. Enfin, notre drame. C'est qu'un copain qu'on connaissait bien, que tous les 2 connaissions bien, c'est Juan Salcedo, avait été arrêté. Et on s'est dit, si ce gars-là parle, comme il nous connaît, on est mal. Qu'est-ce qu'on a fait? On est rentré en France. Et alors, à ce moment-là, quand Franck il est mort, dans la CNT, qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer? Ben, c'est-à-dire qu'on était mal, parce que la CNT avait une division. Suite éventuelle ou conséquence de l'affaire des Ganados et Delgado et d'autres choses comme ça, il y a une scission de la CNT. Nous, on a fait la même chose avec Ganados et Delgado. Nous, pour 2 raisons. On s'est dit, ces gens-là sont innocents. La moindre des choses, c'est qu'on reconnaisse qu'ils étaient innocents. Ouais, c'est tout. On nous a critiqués parce qu'on a dit qu'ils étaient innocents. Mais le problème, c'est qu'on voulait qu'ils soient reconnus comme innocents, mais c'est que pour pouvoir ouvrir le dossier, il fallait des faits nouveaux. Le fait nouveau, c'est simple. C'est que ceux qui ont fait la chose, on dit c'est nous. Parce que sinon, on n'aurait pas pu ouvrir le dossier. Il fallait un fait nouveau. Si j'avais dit, bon, c'est fait, Franco les a condamnés à mort, c'est fait, chose jugée, c'est fini. Pour pouvoir ouvrir un dossier, il faut un fait nouveau. Le fait nouveau, c'est qu'on s'est dénoncé. Moi, je me suis dénoncé pour l'affaire de Ganados Delgado, comme l'affaire de Ruano, qui avait été en prison longtemps, et puis des autres. Pour qu'il y ait un fait nouveau, il faut qu'on se dénonce. C'est là qu'on voit très bien qu'il y avait un changement. Mais n'empêche que ceux qui sont encore aux responsabilités au tribunal suprême, en gros, c'est les mêmes, quoi. Qu'est-ce que vous voulez dire? Quand on voit que le président de la salle militaire, avec lequel j'ai eu affaire, parce que j'étais convoqué, et parent d'un ancien ministre de la Justice de Franco, comment voulez-vous que ces gens-là acceptent, même y compris, si vous y allez dire que c'est vous et vous faites des preuves, vous amenez des arguments, ils feront tout pour ne pas en tenir compte. La dernière fois, parce qu'une première fois, c'est allé au tribunal suprême, qui a refusé. Mais ils n'ont pas convoqué tout le monde. Et ça a été au tribunal constitutionnel. Le tribunal constitutionnel dit non, il faut convoquer tout le monde. Par 3 voire 2, retour au tribunal suprême. Là, le tribunal suprême trouve 5 arguments de ce type-là. Hein. Alors nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a remis au tribunal constitutionnel. Et c'est en cours. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Là, on attend une décision. Mais il semble qu'il y a encore la bisbille au tribunal constitutionnel, parce qu'ils ont changé les juges. Alors on verra ce qu'ils disent. Si jamais ils refusent,
Là, c'est définitif. Là, on va à Strasbourg, à la cour de... On fait les choses normalement. On attend que la justice espagnole se prononce, et après on ira au tribunal de Strasbourg, à la cour des droits de l'homme, pour qu'ils s'expliquent, pour qu'au moins soit clair. Hein. Est-ce que réellement ce sont ces gens-là qui ont fait le coup, ou c'est pas eux? Comment fonctionnait, parce qu'on ne sait pas, les gens ne savent pas comment fonctionnaient les tribunaux. C'est quand même intéressant pour l'histoire, savoir comment fonctionne un tribunal franquiste, comment fonctionne une dictature. Et pas l'oublier, rien que pour ça. Pour que les jeunes sachent comment ça fonctionnait. Ce qu'était Franco, ce qu'était le franquisme et la justice de Franco. Si personne ne fait rien, ben, parce qu'il ne faut pas se leurrer pour les jeunes, les plus jeunes. Franco, c'était le pépère. À la fin. Un peu maladif, petite voix. Mais oui, mais c'était un salaud, quoi. Attends, mais pour les plus jeunes qui n'ont vécu à la fin du franquisme, c'était ça. C'est quelqu'un qui venait faire des discours à la radio, des fois, qui venait faire des petits discours à la Place Orientée. C'était déjà plus qu'un cadavre. Pour eux, Franco, c'est ça. Oui, mais Franco, c'était pas ça. Hein. Et ça, il faut le dire. Alors que ça ne plaise pas. Ils nous disent, oui, mais ça, vous remuez la merde. On ne remue pas la merde. On veut la vérité.